toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous allons revenir sur quelques fondamentaux avec cette vidéo sur les effets que l'on peut attendre et obtenir de la lithothérapie. L'accompagnement et le soutien humain par les pierres est une discipline encore bien méconnue. Il est de plus en plus admis que les pierres peuvent avoir des propriétés, des bienfaits, mais souvent le regard qui est posé là-dessus est démesuré. Que ce soit en niant toute possibilité d'action aux pierres, en reléguant la lithothérapie au rang des superstitions, ou que ce soit à l'inverse en attendant des miracles de la part des minéraux, en attendant que tous les problèmes, toutes les situations qui n'ont pas été résolues par la médecine ou la psychologie trouvent leur réponse et leur finalité positive grâce aux pierres. Il existe donc de nombreux discours pour le moins différents, disparates sur le sujet. Certains professionnels, souvent malheureusement assez influencés par la nécessité de vendre des pierres, tentent de généraliser ces propriétés miraculeuses et ces attentes surdimensionnées du public. D'autres vont s'appuyer sur parfois des effets très particuliers, observés une seule fois dans un cas particulier. Aujourd'hui, je vais donc essayer de vous donner une idée aussi fidèle que possible de ce qu'on observe dans la pratique, de ce que ma pratique et mon expérience m'ont permis de constater des effets des pierres, et pour en définitive vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il est possible d'attendre sainement, de façon équilibrée de la part des minéraux, et ce que la lithothérapie est en mesure d'apporter de nouveau et de potentiellement révolutionnaire dans l'accompagnement humain. Je tiens enfin à préciser que même si ce que je vais dire dans cette vidéo est appuyé sur des années de pratique, d'expérience et de réflexion, il ne s'agit pas du seul son de cloche en lithothérapie. Si mes dires ne vous conviennent pas, ne vous parlent pas, ou vous déçoivent d'une manière ou d'une autre, je vous invite à partir en quête d'autres professionnels de la lithothérapie qui seront prêts à vous dire ce que vous souhaitez entendre. Il est tout d'abord important de savoir que la lithothérapie est une discipline d'influence. Lorsque nous allons prendre une pierre en main, lorsque nous allons nous ouvrir à son contact, nous allons avoir une modification de notre état d'esprit, de nos sensations, de nos impressions, de notre vécu tout simplement, grâce à l'inspiration qu'elle nous apporte. La lithothérapie n'est finalement rien de plus qu'une discipline qui va étudier, systématiser ces influences et ces inspirations que peuvent éveiller les pierres chez les gens. Avec différentes pierres, on va obtenir différents effets, on va obtenir différentes nuances, et c'est ce que nous appelons des propriétés. Au départ, ces effets ont été observés tout simplement par l'expérience, par ce qu'on appelle l'empirisme. Différentes personnes ont testé différentes pierres, on s'est rendu compte que la présence de la pierre, je dis bien la présence, ça peut être entre les mains, ça peut être à proximité, apportait une différence dans la sensation que nous avions de nous-mêmes. Et au fur et à mesure, on a fait de plus en plus d'expériences, de confrontations. On a rassemblé de plus en plus de témoignages de différentes personnes dans différentes circonstances et avec différentes pierres. Et tout ça nous a amené à constater qu'il y avait, et bien parfois, des expériences similaires qui reviennent chez des individus bien distincts. Et on s'est rendu compte que certaines pierres pouvaient avoir des effets qui étaient tout de même présents chez une majorité de personnes. De telles observations ont amené en définitive à construire la lithothérapie telle que nous la connaissons aujourd'hui et à en faire une discipline très large avec des centaines de variétés de pierres étudiées à l'intérieur. La lithothérapie dont je vous parle là est aussi appelée lithothérapie énergéticienne, à savoir que ce qui fonctionne dans cette action de la pierre, c'est sa présence tout simplement, c'est son influence, c'est ce qu'elle inspire autour d'elle. On la distingue de la lithothérapie dite déchélatrice, qui là est une branche spécifique de l'homéopathie. Dans la lithothérapie déchélatrice, on va utiliser des ampoules avec des dilutions à la 8e décimale de certains minéraux, et on a une ingestion de ces minéraux pour qu'ils aillent agir à l'intérieur du corps physique. En lithothérapie énergéticienne, au contraire, on ne va pas avoir d'éléments actifs, de principes actifs, comme ce qu'on pourrait considérer dans un médicament ou dans une plante ou dans une huile essentielle qui serait ingérée. La pierre ne va pas transmettre des éléments chimiques au corps pour aller agir à l'intérieur de l'organisme. C'est une idée qui est difficile à envisager, surtout dans un monde comme le nôtre où tout est réglé par chimie, par médicaments, par action de ce genre. Mais une pierre, lorsqu'on la prend dans les mains, c'est important de savoir déjà qu'une pierre n'est pas friable. Elle ne va pas lâcher des petits éléments de sa matière
qui pourrait traverser la peau. Ensuite, c'est important de savoir que la peau eh bien, est une surface de protection. Il faut des particules très petites pour que la peau soit traversée. Il est donc normal qu'un scientifique à qui on dirait qu'une pierre va permettre au contact de la peau de passer des éléments minéraux à l'intérieur du corps et d'agir sur l'organisme trouve cette idée absolument ridicule. Il n'empêche que les effets qu'on observe des minéraux, les effets qu'on observe en lithothérapie énergéticienne sont bien présents. Il y a trop de témoignages, trop de tests, trop d'effets récurrents et incontournables, entre guillemets, pour qu'il s'agisse d'une simple lubie. Et plus la discipline se construit, plus on peut constater des chiffres, des observations, des conclusions solides qui étayent tout ce que je suis en train de vous dire. Un des principaux soucis que rencontre encore au jour d'aujourd'hui la lithothérapie est que certaines branches de notre discipline se veulent scientifiques alors que nos moyens d'observation, nos moyens de conclusion n'en sont pas encore à ce niveau-là. Par exemple, certains professionnels sont tentés de penser que l'énergie des pierres, cette influence qu'on observe, est de l'ordre de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est un phénomène bien mesurable, parfaitement observable, et malheureusement, malgré l'amélioration, l'affinement, la précision bien accrue qu'ont développé les outils de mesure de l'électromagnétisme ces dernières décennies, il n'est toujours pas possible de mesurer un électromagnétisme autour des pierres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas que les pierres n'ont pas d'émanation, ça ne signifie pas qu'elles n'ont pas d'influence, tout ça est bien observé. Ça veut tout simplement dire que potentiellement, cette influence n'est pas issue d'ondes électromagnétiques. Ceci est un exemple parmi tant d'autres de présupposés qui empêchent l'étude de se faire de façon saine. À partir du moment où on intègre un présupposé qui n'est pas vérifié, qui n'est pas prouvé en amont et qui n'est pas systématique, on prend le risque d'arriver sur des conclusions qui sont fausses. Par la même occasion, on en vient également à détourner la science elle-même qui a des méthodes de tests qui sont bien plus rigoureuses que ce qu'on applique aujourd'hui en lithothérapie, malheureusement, et qui par la même occasion se braque complètement contre notre discipline en pensant que de tels détournements sont volontaire de la part de l'ensemble du corps de métier par pur charlatanisme tout simplement. Il est donc important en lithothérapie de surveiller le discours que l'on voit, que l'on reçoit. Ce n'est pas parce que des mots scientifiques sont utilisés, ce n'est pas parce que de la physique quantique est impliquée dans l'histoire que ce qui est dit est plus sérieux que des démarches qui se veulent plus sur la réserve. Concentrons-nous maintenant sur les effets que les pierres sont en mesure de nous apporter. L'influence des pierres va agir principalement sur ce que j'appelle le vécu humain, sur nos impressions, notre état d'esprit, notre état généralisé sur l'instant ou sur le long terme dans certaines utilisations. Il est donc possible, grâce à l'influence des pierres, de modifier la perception d'une situation traumatisante, de diminuer, voire d'effacer l'emprise que pourraient avoir des personnes destructrices sur nous, ou encore de développer de nouvelles aptitudes, de nouvelles qualités qui étaient absentes dans notre façon de fonctionner ou dans notre caractère. D'un point de vue physique, les effets sont moindres que ce qu'on pourrait imaginer dans une lithothérapie idéale. On observe de temps en temps une amélioration réelle du physique grâce à l'influence de la lithothérapie. Dans quelles circonstances est-ce qu'on peut observer ça? Eh bien, par exemple, dans des cas d'anémie chronique, le fait d'apporter une pierre qui contient du fer ne va pas apporter du fer à l'organisme, mais d'une manière ou d'une autre, cette influence favorise l'acceptation du fer dans le corps. Et dans des cas chroniques donc, où les traitements n'ont pas apporté de résultats satisfaisants, le fait d'ajouter une pierre en complément de ces traitements va pouvoir débloquer la situation. Ce sont dans ce type d'utilisation qui sont vraiment favorables dans le cadre de la lithothérapie. Des attentes trop grandes peuvent être fournies en ce qui concerne le corps physique. Par exemple, on me demande parfois des pierres
pour améliorer pour le cancer, pour l'immunodéficience, pour des scolioses ou encore pour des poux sur la tête. Enfin, toutes ces choses-là ne sont pas des choses qui vont être résolues par la lithothérapie. Les scolioses et les poux sont des choses sur lesquelles la lithothérapie n'a aucune prise. Et l'immunodéficience ou le cancer sont des choses sur lesquelles on a uniquement dans des cas très rares des améliorations parce que l'ensemble de la situation humaine de l'individu change au contact de la pierre. Donc on ne peut pas considérer la lithothérapie comme une médecine, mais pour autant l'apport des pierres peut offrir une vraie chance supplémentaire aux gens qui s'offrent cette opportunité. La lithothérapie trouve ainsi ses lettres de noblesse au sein de l'amélioration de la vie humaine. Nous ne sommes pas dans une discipline qui prend en compte du pathologique. On ne va pas agir ni sur la pathologie physique ni sur la pathologie psychologique, psychique. On va agir sur une vie qui est viable, qui est supportable, qui est normale au jour d'aujourd'hui, mais qui a ses souffrances, qui a ses difficultés, qui a ses traumatismes, ses entraves. Et on va transformer cette vie en une vie épanouissante, bien vécue, choisie, avec une bonne connaissance de soi et un bon épanouissement personnel. Nous avons deux branches majoritaires en lithothérapie, les deux étant tout aussi utiles l'une que l'autre. La première, ça va être l'auto-soin. L'auto-soin par les pierres permet d'avoir un soutien avec ces minéraux à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et d'avoir cette influence qui nous suit. En auto-soin, on va avoir les utilisations quotidiennes dont j'avais parlé dans une autre vidéo. On va avoir également la méditation par les pierres et le développement personnel, cadre dans lequel on rentre beaucoup plus profondément dans l'influence de la pierre et on va pouvoir construire de façon durable une évolution personnelle. L'autre branche très importante de la lithothérapie énergéticienne est l'accompagnement professionnel en cabinet. Pourquoi est-ce qu'on va voir un professionnel en cabinet si on a l'auto-soin qui nous permet déjà de régler beaucoup de choses? Eh bien tout simplement parce que parfois certaines difficultés humaines sont trop complexes, trop imbriquées pour qu'on arrive à voir clair dans sa propre situation. C'est là le cas même pour les professionnels de la lithothérapie eux-mêmes qui parfois ont besoin d'avoir un regard éclairé entre eux pour pouvoir tout simplement démêler une situation qui, en étant vécue, est trop... nous dépasse de trop, tout simplement. Donc, cette lithothérapie professionnelle va permettre déjà de démêler une situation car un regard extérieur bien formé, avec une bonne expérience de l'humain, va permettre d'y voir plus clair. Et d'autre part, ces séances professionnelles vont permettre d'aller chercher beaucoup plus intensément et beaucoup plus profondément une difficulté. Parfois, dans certains cas, même en auto-soin, même en développement personnel bien approfondi, on a du mal à dépasser les difficultés qui nous sont majeures. Soit parce qu'on est trop dans un état d'épuisement, de fatigue pour pouvoir affronter la situation, soit parce que ce sont des choses qui sont trop inscrites, trop profondément en nous pour qu'on arrive à s'en défaire seul. Les séances de lithothérapie professionnelle ne sont pas des séances qu'on va faire 3 fois par semaine, de loin pas. On fait une séance une fois par mois et ensuite on va laisser plusieurs semaines d'écart avant la prochaine séance s'il y en a une autre de nécessaire pour que la situation se pose, pour qu'on puisse voir tout l'impact de la séance et que toutes les conséquences de cet accompagnement par les pierres puissent voir le jour avant qu'on applique dessus une autre influence. La lithothérapie professionnelle en cabinet est donc quelque chose qui se fait de façon épisodique en fonction des besoins. Il peut arriver que pendant plusieurs mois ou plusieurs années, on n'ait pas besoin de séance et que tout d'un coup, une autre difficulté se présente, se crée dans notre vie ou ressurgisse et qu'on ressente le besoin de retourner voir un accompagnateur professionnel. Pour finir, je souhaiterais vous parler de quelques précautions à prendre dans le milieu de la lithothérapie. Ces précautions sont nécessaires tout simplement parce que notre discipline n'est pas encore cadrée, elle n'est pas encore structurée. Et à l'heure actuelle, chaque professionnel est maître de sa propre éthique, de sa propre rigueur de travail. Il y a donc de grandes disparités dans la rigueur, tout simplement, dans le sérieux emprunté par les différentes personnes qui se lancent dans la lithothérapie.
Certains se lanceront après avoir lu quelques propriétés dans les livres en se disant que la lithothérapie est quelque chose de simple. D'autres vont passer des années à observer la pierre, à observer l'humain, à observer l'interaction entre les deux avant de se lancer dans le milieu professionnel. Dans tous les cas, nous n'avons pas encore aujourd'hui d'autorité pour permettre de savoir si un tel ou un tel est apte à utiliser la lithothérapie sur d'autres personnes. Le premier point à observer est que pour de nombreuses personnes malades, il est tentant de croire que les pierres auraient une solution miracle à apporter à des difficultés que la médecine ne peut pas résoudre. Dans le milieu professionnel, malheureusement, certains professionnels de la lithothérapie surfent sur cette demande de la part des malades pour attribuer aux pierres des propriétés qu'elles n'ont pas. On a vu apparaître des propriétés anti-cancer, on verra probablement apparaître d'autres propriétés farfelues sur certaines pierres. Il s'agit là malheureusement de marketing et non de lithothérapie. On n'observe pas d'effets systématiques anti-cancer sur les pierres, et si un de tels effets avait été observé, ça fait longtemps qu'un laboratoire pharmaceutique serait venu breveter la variété minérale en question, en sachant la valeur que ça pourrait avoir. Donc si on vous présente des pierres avec des propriétés miraculeuses sur le plan physique, ce n'est pas parce qu'on vous cache, que la médecine essaye de vous cacher ou que la pharmacie essaye de vous cacher des solutions qu'on n'aurait pas trouvées, c'est tout simplement parce que ces pierres n'ont pas de façon systématique ces effets-là. Encore une fois, les guérisons miracles sur des maladies incurables se voient de façon très exceptionnelle, un cas sur 1000. Dans toute mon existence au contact de la lithothérapie, il m'est arrivé de voir 2 personnes qui suivaient la chimiothérapie tout le tintouin et qui ont stabilisé par une fascination énorme de la pierre leur maladie, mais là encore impossible de savoir si c'est la pierre qui a réellement agi, si c'est les traitements qui ont fini par faire effet. Le fait est que malgré un suivi constant des traitements, cela avait moins d'effet avant la rencontre avec la pierre. Donc voilà, on a des possibilités qui s'ouvrent de ce côté-là, mais qui sont infimes, qui offrent des chances supplémentaires et non pas, de loin pas, des remèdes. Autre réserve importante dans cette discipline, il faut savoir que la lithothérapie n'est intrinsèquement liée à aucune croyance. Certaines voies de la lithothérapie, notamment la lithothérapie américaine, ont énormément associé la lithothérapie aux croyances du Nouvel Âge. Les croyances du Nouvel Âge, c'est quelque chose qu'on identifie mal quand on est hors de la communauté ésotérique à proprement parler, mais il s'agit de tout un groupement de croyances qui rassemble entre autres la réincarnation, les anges, les enfants indigos, la flamme violette et tout un tas d'autres concepts, et qui sont souvent associés à la lithothérapie par le biais d'auteurs comme Judy Hall, comme Philippe Permutte et encore bien d'autres. C'est une façon de voir la lithothérapie qui est bien particulière. Mais toutes les autres croyances, qu'il s'agisse du catholicisme avec le paradis, qu'il s'agisse d'autres religions, ou qu'il s'agisse, comme dans mon cas, du paganisme, peuvent s'accompagner de la lithothérapie. Les pierres auront des effets sur le cheminement spirituel de tout individu, quelles que soient ses croyances, quelle que soit sa voie. Quel est le risque là-dedans? Eh bien, tout simplement, certaines personnes en cabinet vont avoir tendance à poser leurs propres croyances sur les personnes qu'ils accompagnent. À mes yeux, un professionnel avec un peu d'éthique se doit de faire la différence entre ses croyances personnelles et celles des personnes qu'il est en mesure d'accompagner. Partager ses croyances avec quelqu'un qui les a déjà adoptées en amont est quelque chose de tout à fait profitable. En revanche, les imposer à quelqu'un qui ne les partage pas est quelque chose, à mon sens, de potentiellement destructeur. Donc la difficulté est qu'en cabinet, l'accompagnateur, même s'il n'a pas de justification, va avoir un ascendant sur la personne qui l'accompagne, par le simple fait qu'il est là pour observer sa situation, pour lui donner des conseils, pour l'amener à mieux vivre avec ses difficultés personnelles.
Donc il est facile dans ce cadre-là d'imposer par la même occasion des idéaux, des croyances, tout simplement des valeurs qui sont celles du professionnel et qui n'ont rien à voir avec une quelconque évolution personnelle pour l'accompagner. Veillez donc à ce que les valeurs qu'on vous transmette en cabinet soient des valeurs humaines et qu'elles ne visent pas à vous détourner d'une croyance ou à vous faire culpabiliser de croyances ou de pratiques spécifiques. Tant qu'une pratique est bien vécue, tant qu'elle est épanouissante pour l'individu, elle n'a pas à être diabolisée en cabinet sous quelque prétexte que ce soit. On peut ainsi considérer la lithothérapie comme une nouvelle discipline d'accompagnement humain qui pose une question, celle de savoir s'il est nécessaire d'attendre le pathologique, s'il est nécessaire d'attendre d'être en danger de vie ou de mort pour prendre soin de soi et pour être accompagné, pour être soutenu dans son existence. Je profite de cette période un peu spéciale pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, de bons moments en famille avec vos amis. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook, sur Twitter et suivre le blog bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bonne année, à l'année prochaine.